et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de comprendre théoriquement et concrètement ce que votre identité numérique dit de vous et de quelle manière vous pouvez la façonner pour qu'elle corresponde au mieux à votre usage des réseaux sociaux. Afin d'enquêter sur justement l'usage des réseaux sociaux par les artistes et sur ce que peut représenter votre identité numérique, je me suis intéressée à plusieurs articles sociologiques que vous pourrez retrouver en barre d'infos. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde artistique manque cruellement de visibilité, ce qui force de nombreux artistes à avoir un métier alimentaire afin de subvenir à leurs besoins tout en pouvant créer. Les réseaux sociaux et leur usage semblent alors être la porte de sortie rêvée pour assurer la mise en visibilité de l'artiste, le but étant de se faire connaître d'un public, mais aussi de se créer un réseau de contacts professionnels. La mise en visibilité de l'art est extrêmement restreinte, en effet, dans le monde réel. C'est-à-dire que si on bénéficie d'un tourneur, d'un galeriste ou d'un producteur, c'est qu'on est déjà assez connu, qu'on a déjà réussi à être visible. L'invisibilité des artistes, au contraire, est un phénomène courant, accentué par l'indistinction que nous faisons entre un artiste professionnel et un artiste amateur. En effet, puisqu'il n'y a pas de contrat de travail ou de preuve que notre métier c'est de l'art, alors c'est assez difficile de savoir si l'artiste est professionnel ou s'il fait ça juste pendant son temps libre. C'est pour ces raisons que la quête d'une mise en visibilité, d'une mise en scène de soi, comme le dirait Goffman, est si importante pour vous, artiste en devenir. Cette visibilité se distingue en trois types. Il y a d'abord la visibilité sociale qui attribue en fait un public à l'identité numérique que vous êtes créée. Ensuite, il y a la visibilité des créations qui accorde une valeur pécuniaire et une valeur symbolique à vos œuvres. Et puis il y a la mise en visibilité du processus créatif simplement. C'est notre façon de jouer et de jongler entre ces trois visibilités, de partager davantage une que d'autres, qui va créer en fait votre identité numérique. Dès lors que nous utilisons les réseaux sociaux, nous nous créons une identité numérique construite par les traces de soi ou signes de soi, comme l'évoque Dominique Cardon, qui est un sociologue et professeur à Sciences Po Paris. Ces traces, c'est nous qui les laissons, mais aussi les autres, en nous taguant, en nous envoyant des messages, en republiant nos stories ou nos publications, etc. Le danger en fait de cette identité numérique, c'est de ne pas avoir la main sur elle, puisque d'autres la définissent à notre place, donc avoir du mal à la réguler, on la laisse s'évaporer. Or, dans une de mes précédentes vidéos sur les 10 erreurs notamment à ne pas faire lorsqu'on est artiste et qu'on crée un compte sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment insisté sur l'importance de la cohérence et donc de ne pas laisser des informations volatiles qui ne servent à rien dans notre création d'une identité numérique et artistique. Il est donc nécessaire en fait de rester cohérent, de ne pas s'éparpiller, de garder un personnage au contour délimité, donc de limiter le plus possible la fuite d'informations, si j'ose dire, qui n'irait pas dans le sens de l'identité numérique que vous désirez vous forger. Notre identité numérique, elle se distingue en trois types, ce que Fanny Georges, qui est une sémiologue et professeure à la Sorbonne Nouvelle, a théorisé dans son article « Identité numérique et représentation de soi ». Donc il y a trois identités. L'identité déclarative, qui en fait correspond simplement aux données qui sont saisies par nous-mêmes sur notre compte, donc notre nom, notre pseudo, nos centres d'intérêt, nos publications, nos amis aussi. Ensuite, il y a l'identité agissante, qui correspond aux messages répertoriés par le système concernant les activités de l'utilisateur. Et puis, il y a l'identité calculée, qui correspond simplement aux chiffres, au calcul du système par rapport à notre compte, donc notre nombre d'amis, nos groupes, nos followers, etc. Et si vous n'êtes pas rigoureux, vous pourriez ne contrôler que votre identité déclarative et encore. Mais en faisant un effort, c'est simple de contrôler son identité agissante et son identité calculante. Et si freiner vos activités vous irrite, vous pouvez toujours vous créer un autre compte qui n'est pas professionnel. C'est d'ailleurs en fait ce que je vous conseille. Vous serez moins préoccupé à l'idée d'avoir une identité floue, chaotique et où les messages des autres, les tags, les posts vous mentionneront, n'auront aucun impact sur votre compte professionnel de mise en visibilité de votre art. Maintenant qu'on sait ce qu'est notre identité numérique, sur quoi est-ce qu'elle se base, et que nous avons déterminé qu'il est nécessaire de la contrôler, de la réguler, de lui donner la forme que l'on veut, on va pouvoir observer les formes qu'elle peut adopter, grâce à quel réseau social et grâce à quel partage de contenu. Ici, nous allons nous intéresser à la thèse de Cardon et à ces 5 formes de visibilité que voici. Les identités sont comprises dans les ronds, et nous allons voir à quoi est-ce qu'elles correspondent en leur associant le compte d'un artiste qui a utilisé cette façon de façonner son identité
Dans un premier temps, l'identité paravent et l'anterna magica ne fonctionnent pas avec notre sujet puisque ce sont des façons de se mettre en visibilité qui correspondent à des sites de rencontres ou à des jeux en ligne. Donc si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Maintenant, intéressons-nous au type de mise en visibilité, d'identité numérique qui nous intéresse et qui marche pour un compte d'artiste professionnel. D'abord, on a l'identité clair-obscur. L'identité clair-obscur, on peut partager ses humeurs, ses goûts, des photographies de sa vie. C'est un peu comme un journal intime, une introspection. Alors, comme réseaux sociaux qui fonctionnent avec cette identité clair-obscur, on a Facebook, Skyblog à l'époque, je connais pas. Et puis ça peut aussi être le cas maintenant d'Instagram ou de TikTok, mais Cardon n'en a pas parlé, je pense juste simplement parce que à ce moment-là, les réseaux sociaux que sont TikTok et Instagram n'avaient pas autant d'ampleur. Mais ce sont quand même des plateformes où on peut vraiment s'épancher sur sa vie, sur tout ce qu'on fait, etc. Si votre personnalité est ainsi, que vous cherchez aussi à plaire grâce à celle-ci, à ce que vous êtes vraiment. Si vous voulez créer un lien fort en fait avec votre public, c'est une identité qui peut vous aller. On s'attache en fait d'abord à vous avant de découvrir vos œuvres ou alors on s'attache en même temps aux deux. Le seul danger, c'est que ces deux côtés de votre identité pour votre public sont indissociables. Ce qui fait que si vous arrive un scandale par exemple à vous en tant que personne et pas du tout à vous en tant qu'artiste, alors ça risque aussi d'impacter votre carrière. Et puis ça peut être difficile pour vous au quotidien parce que des mauvais commentaires, des mauvais retours ou des statistiques pas très valorisantes peuvent directement être prises de façon personnelle et donc impacter votre estime de soi. Donc c'est quand même les dangers à prendre en compte parce qu'il ne faut pas que ça atteigne votre carrière professionnelle ni votre vie privée. Par rapport à ce genre d'identité, on a la carrière de Adèle Castillon qui d'abord faisait des vidéos YouTube assez personnelles ou alors artistiques, qui ensuite a eu un compte Instagram comme tout le monde et puis qui maintenant est sur TikTok. Elle parle énormément de sa vie personnelle et elle la lie à ses albums, c'est-à-dire qu'elle nous explique que cet album-là parle de son ex-copain et elle va vraiment raconter sa vie. Alors qu'elle pourrait laisser une part de mystère et juste proposer son œuvre sans expliquer que c'est vraiment sur sa vie. Ça c'est un exemple d'identité clair-obscur qui marche très bien. Elle commence à être assez connue, à être vraiment mise en visibilité, donc ça peut vous correspondre. Ensuite on a l'identité post-it qui est beaucoup plus sérieuse quand même. Si on partage simplement des activités professionnelles, on se crée un réseau. On partage nos disponibilités, il n'est pas question de pseudo, on donne notre nom propre, on parle de notre éducation, de notre profession actuelle, de nos engagements sociaux. Ça c'est plutôt une identité qui correspond à des réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter, peut-être Facebook, tout dépend de comment vous l'utilisez. Pour un artiste, je pense que c'est un aspect des réseaux sociaux qu'il vous faut maîtriser pour montrer votre sérieux, votre engagement, votre professionnalisme. Seulement, c'est pas grâce à cette utilisation des réseaux sociaux que vous réussirez à obtenir une grande visibilité, à faire connaître votre art. Ça, c'est sûr. L'identité post-it n'a pas vocation à être attractive en fait. C'est juste une identité d'information professionnelle. Donc, si vous souhaitez simplement avoir une identité post-it pour les contacts professionnels, pour qu'ils puissent vous situer s'ils vous cherchent sur internet, alors l'usage unique de cette identité est ce qu'il vous faut. Simplement, si vous cherchez aussi la mise en visibilité, alors il faudra l'accompagner d'un autre réseau social. Ensuite, nous avons l'identité phare, qui est vraiment phare, qui porte son nom parce que elle plaît le plus puisqu'elle regroupe les deux autres identités que nous avons évoquées juste avant. C'est une identité qui plaît parce qu'elle mixe très bien le professionnel avec le personnel. Le plus important est simplement de bien définir à l'avance les limites que vous voulez accorder à votre vie privée pour ne pas la partager, pour ne pas trop tout mélanger. C'est une mise en visibilité qui peut vous permettre d'être vous-même tout en produisant votre art, en publiant vos créations et en restant professionnel. Vous avez l'occasion de doser la quantité d'informations donc que vous donnez sur votre vie, de proposer un contenu professionnel, d'acquérir un réseau, de consulter vos audiences, tout en partageant vos goûts et vos passions. C'est honnêtement le genre d'identité la plus commune sur Instagram, ou sur TikTok ou sur Facebook. On peut citer par exemple le compte Instagram et TikTok de Clara Boisan qui est une danseuse qui partage un petit peu d'aspects de sa vie privée, notamment ses cours de danse, etc. Mais qui réussit aussi à partager ses spectacles, ses stages qu'elle propose et qui du coup commence à se créer une communauté de personnes intéressées par son art et surtout qui réussit à décrocher des contrats. Elle a dansé notamment pour un spectacle avec Patrick Bruel. Ensuite on a Léo Walk in Paris, dont j'ai déjà cité le nom et qui a vraiment un Instagram assez intéressant parce qu'elle partage des
des petites bribes de sa vie privée tout en partageant surtout ses spectacles, ses moments de création et qui du coup se crée en fait lui-même une pub incroyable. L'important donc c'est de ne pas trop partager non plus de choses sur sa vie privée parce que ensuite votre public peut parfois se sentir désarçonné, donc il ne faut pas non plus trop en donner pour pas que ça vous desserve et surtout pour pas aussi que vous vous retrouviez avec des informations qui ne vous correspondent plus des années plus tard ou des mois plus tard. Donc ne pas en donner trop, c'est aussi se protéger et protéger sa carrière. Il faut faire vraiment attention quand on utilise cette identité à pas essayer de devenir trop parfait, ne pas trop correspondre aux tendances actuelles parce que ça va vous desservir finalement dans votre proposition artistique. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ces informations sur votre mise en visibilité et sur l'usage de l'identité numérique vous ont plu et vous ont intéressé. Je vous conseille à ce sujet d'aller regarder la partie 2 où Rose vous donnera des exemples concrets de stratégies à employer pour mieux cibler votre public et la partie 3 de cette série de vidéos où Béatrice vous proposera des façons pour rentrer en contact avec un réseau professionnel. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, merci de nous suivre